Alors, on va se partager le travail en deux avec Olivier. Je vais plutôt refaire un point de vue géopolitique sur les évolutions récentes. Et puis Olivier prendra pour sa part les aspects plus techniques et militaires. Et vous verrez, vous avez là un remarquable analyste de la chose militaire. Et donc on se complétera. Et puis pour les questions, on se répartira les rôles. Ce qui me semble intéressant pour commencer, c'est parce que nous en apprenons quasiment toutes les semaines, des choses nouvelles qui sont révélées ou qui sont découvertes, ou parce que nos analyses évoluent, comment est-ce qu'on voit le conflit aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 18 mois. Et les évolutions qui me semblent être importantes, dont je vais vous faire part, sont finalement assez paradoxales. C'est-à-dire qu'en avançant, nous découvrons que l'opération russe a été beaucoup plus approximative que nous ne le pensions, en tout cas que je ne le pensais, qu'elle s'est déroulée avec beaucoup plus d'approximation, d'erreurs et d'impréparation qui n'y paraissaient. Alors plusieurs éléments. On sait aujourd'hui que les renseignements initiaux étaient assez mauvais, que les estimations étaient beaucoup plus approximatives qu'on ne l'imaginait, ce qui explique entre autres l'attitude qu'avait le patron du SVR, Naryshkin, au moment où le président Poutine lui demande son avis sur le conflit. On sait aussi, enfin c'est pas nouveau, mais que la période n'était pas la période idéale pour lancer une offensive, puisqu'ils sont rentrés juste dans une période où la Rasputitsa était là. Les axes routiers, donc obligation de ne prendre que les axes routiers. Donc quand vous lancez une offensive et que vous êtes limité sur les axes routiers, ça a généré les pertes en matériel que l'on a vues. On sait aujourd'hui, selon certaines sources, qu'en matière de renseignement, les deux camps s'auto-infiltraient. Les sources occidentales nous disent qu'il y avait quelqu'un à très haut niveau au sein du FSB qui renseignait les Américains. On sait bien sûr que les Russes avaient aussi beaucoup de sources dans le camp adverse, ce qui explique aussi la rapidité avec laquelle ils ont été capables de réagir à l'opération spéciale. La résistance, a priori, était plus importante qu'estimée côté russe. Voilà, ce sont des choses qui petit à petit nous sont portées à notre connaissance. Bien sûr, une logistique défaillante et quelque chose qui me semble important, une motivation moins importante, mais avec un véritable paradoxe, avec tous les éléments négatifs que je viens de vous donner, c'est que finalement l'opération a réussi et en avril 2022, en réalité, si les Russes et les Ukrainiens avaient signé l'accord qui en était à sa 7e ou 8e version, et pour lequel, bien sûr, Boris Johnson a tout fait capoter, la guerre aurait été finie en 6 semaines. Et je pense une nouvelle fois que d'abord ce conflit n'aurait jamais dû avoir lieu et qu'il aurait dû s'arrêter en 6 semaines. Et on s'est posé la question ces derniers jours de savoir d'où vient le document qui a été révélé par Die Welt il y a quelques jours, et qui a été repris par le Figaro la semaine dernière. En réalité, ce document, d'après ce que l'on sait, a été donné par les Ukrainiens, par des négociateurs ukrainiens qui considéraient qu'aujourd'hui, avec les évolutions qu'il y a dans l'entourage de Zelensky, avec l'évolution du front, que finalement, ça a été une erreur de ne pas signer cet accord en avril 2022 et que les conditions que Moscou attribuait à son adversaire ukrainien, le régime Zelensky, étaient des conditions les meilleures qu'ils auraient jamais pu avoir, puisque les éléments du traité qu'on a pu voir faisaient qu'il n'y avait pas d'opposition pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Bien sûr qu'il y avait une demande de neutralité de l'OTAN, de neutralité vis-à-vis de l'OTAN. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce texte a été transmis pour la première fois aux Américains vers la mi-février. Le Wall Street Journal en a un petit peu parlé, et puis ils n'ont pas voulu insister, je pense, justement pour mettre en avant ce qui est plutôt quelque chose de négatif pour les Ukrainiens. Et puis, courant avril, on voit petit à petit la Belgique, la Libre Belgique, la Suisse, avec la Tribune de Genève, parler de ce papier. Pareil, ça ne dépasse pas l'audience belge ou suisse. Et puis, mi-mai, Die Welt fait la une avec le sujet, et puis fin mai, le Figaro s'en empare. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant sur cette crise ukrainienne et sur la guerre de l'information qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que quelque chose qui est connu finalement depuis fin février, peut-être voire même avant, est passé sous silence, délibérément ou pas, ça je ne sais pas vous le dire, et que la presse française n'en parle pour l'instant
à l'origine que par un seul média et que finalement ça n'a pas fait la une de l'actualité, alors que c'est quelque chose, à mon sens, comment dire, de tout à fait essentiel que d'avoir la teneur de cet accord et de mesurer à quel point, si les négociateurs avaient abouti, eh bien, ce sont des centaines de milliers de morts des deux côtés qui auraient été évités. Et tout ça m'amène à dire une nouvelle fois, il y a une responsabilité occidentale absolument écrasante. Elle vient d'abord bien sûr, quand je dis les Occidentaux, je pense d'abord aux États-Unis, mais les Anglais ont joué un rôle terrible. Et avec l'évolution du conflit, on voit que les Anglais sont encore plus radicaux que les Polonais, par exemple. Pour des raisons qui s'expliquent par le vieil atavisme anti-bolchevique, puis anti-russe, puis je dirais la volonté de riposter ou de se venger de ce qu'ils considèrent comme ayant été des assassinats d'anciens des services russes ou soviétiques sur leur sol. Donc les Anglais sont extrêmement en pointe et parmi les plus agressifs. Les Polonais, malgré leur ressentiment souvent compréhensible à l'égard de la Russie, sont presque plus mesurés. Et jusqu'au mois dernier, on voyait une forme d'atténuation de l'agressivité américaine parce que les 60 milliards de dollars que devaient voter la Chambre de représentants et le Sénat étaient bloqués et puis parce que bien sûr le front commençait à se fissurer de ci de là et on a vu Blinken arriver en France lorsqu'il a rencontré Emmanuel Macron et faire une déclaration officielle que je ne l'avais jamais entendu tenir de tels propos auparavant en disant « Nous sommes opposés aux frappes des Ukrainiens sur le territoire russe ». Et regardez, 15 jours après, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 jours, non seulement Jean-Louis Bourlange à l'Assemblée nationale, les Anglais, mais les Américains et Blinken lui-même a dit que désormais, il considérait presque nécessaire que les missiles Attack-MS ou les Storm Shadow ou les Scalp qui ont donné aux Ukrainiens permettent de frapper le territoire russe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve préoccupant. On va sortir avec le CF2R dans les jours qui suivent, dans les jours qui viennent, un rapport sur le rôle de la CIA pendant ce conflit. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a eu des règles non dites entre la CIA et les Russes pendant la guerre. C'est-à-dire que dès le début du conflit, William Burns, le patron de la CIA, s'est rendu à Moscou et ils ont, en accord avec les Russes, ils ont défini un espèce de cadre à ce conflit. Les Américains s'engageant à ce qu'il n'y ait pas d'action ukrainienne sur le territoire russe et les Russes s'engageant à ce que le conflit ne déborde pas le territoire ukrainien. Ça a été tenu finalement pendant la première année à peu près. Et puis on sait, selon des sources américaines, que les Ukrainiens ont commencé eux-mêmes à échapper au contrôle américain, à mener des opérations que Washington réprouvait, des raids de commando, les premiers attentats, des éliminations physiques d'opposants ou de gens collaborant avec les Russes, de maires dans le Donbass, les Russes faisant la même chose, bien sûr, dans les territoires ukrainiens qu'ils ne contrôlaient pas. Donc on est dans la classique guerre secrète où personne n'est plus comment dire, meilleur que l'autre. Mais on a vu cette accélération des opérations ukrainiennes en territoire russe depuis quelque temps, qui au début ont beaucoup déplu à la CIA. Il y a eu des petites, on va dire, des petites rétorsions pour limiter ces actions, et puis ça semble aujourd'hui échapper totalement. Alors la question qui se pose, c'est que est-ce que ça semble véritablement échapper aux Américains, ou est-ce que finalement ils acceptent de fermer les yeux et d'autoriser les Ukrainiens à procéder ainsi? En tout cas, ce qui est clair, c'est que même si les Américains disent, en matière de renseignement, on ne veut pas aller plus loin, quand ils ne veulent pas faire des opérations trop poussées, ils les confient aux Britanniques. Donc, ce qui permet de dire, en tant qu'Américains, nous avons respecté les règles que nous avons établies avec Moscou au début du conflit. Donc, voilà, c'est ça qui me préoccupe en ce moment, parce qu'on voit bien que ce conflit est en train de tourner, comme nous le disons, malheureusement pour les morts des deux côtés depuis le début de la guerre, en faveur des Russes. Mais à un moment donné où la négociation semble plus indispensable que jamais, on voit une radicalisation du camp occidental de ces dernières semaines qui est très préoccupante et qui nous amène à nous poser des questions. Quelle est l'échéance et quel est l'objectif? Est-ce que les élections américaines vont être une étape importante, un terme? Est-ce que c'est une attitude de fuite en avant des néoconservateurs américains? Victoria Nuland, vous savez, qui a quitté le département d'État il y a quelque temps,
Alors c'est une tradition, elle n'a pas été renvoyée, mais ils savent très bien que probablement les démocrates ne seront pas à la présidence à la fin 2024 et on quitte généralement 6 mois avant pour aller dans les grandes entreprises américaines où on multiplie son salaire par 5. On n'attend pas la perte des élections, ça se fait généralement en avant et c'est ce qu'a fait Victoria Nuland. Mais elle a encore tenu des discours ces derniers jours dans lesquels elle pousse à une radicalisation du conflit contre la Russie. Alors, encore une fois, nous le voyons ça en tant qu'observateurs. Ce conflit que nous voyons dans une phase un petit peu de rémission est en train de reprendre, je dirais, de l'ampleur. Parmi les points qui sont aussi intéressants, moi j'observe que depuis ce conflit, il y a quasiment, je dis vraiment quasiment parce qu'il y a toujours de l'exception qui infirme la règle, de guérilla dans les territoires occupés par les Russes. Donc, et ça c'est intéressant parce que quand on évoque le sujet, si on est contre la position russe en disant c'est une invasion, une occupation de territoire, il serait légitime de voir dans les zones du Donbass qui sont entre guillemets entre les mains de Moscou, une des réactions de la population ukrainienne ne souhaitant pas être sous l'autorité russe. Donc on a là un signe qui me semble particulièrement frappant de la volonté de rattachement des populations russes à Moscou et donc tous les arguments de Zelensky et de son entourage ne tiennent pas sur leurs revendications. Le dernier point sur l'aspect, pour faire un peu la liaison sur la question militaire, c'est que la crise des effectifs est terrible dans l'armée ukrainienne, que la volonté d'engager de plus en plus, y compris les gens qui sont expatriés, ne marche pas. Donc ils vont se retrouver vraiment dans des problèmes majeurs pour recompléter leur rang. On voit toujours la fuite de la population s'accélérer. On est incapable aujourd'hui, on a essayé de le faire la semaine dernière, de voir où en est la population du pays, l'importance démographique. Ça, c'est un point qui est assez trouble. Certains disent 32 millions, d'autres 30, d'autres 36. On n'arrive pas à savoir. Les seuls chiffres que j'aime à rappeler, c'est ceux du début de la guerre. L'Ukraine avait au début de la guerre 43 millions d'habitants. Après en avoir eu 52 millions en 1991. 43 millions, c'est à peu près l'équivalent de la population française en 1939. 41 millions d'habitants français. Nous avons mobilisé 5 millions d'hommes en 1939, dans la guerre contre l'Allemagne. Toutes les classes d'âge y sont passées. Donc, avec 43 millions, les Ukrainiens auraient été capables au début du conflit, alors je vais peut-être enlever les 8 millions d'habitants du Donbass, mais d'avoir, s'ils avaient appliqué les mêmes normes que l'armée française en 1939, de mobiliser 4 millions d'hommes. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il n'y a pas cette volonté de combat. Donc il y a des tas de comparaisons qui sont utiles. Je vois aussi ce discours totalement paradoxal des puissances de l'OTAN qui n'ont cessé de dire on va avoir affaire à une invasion de la Russie qui va menacer la sécurité de l'Europe. Quand on regarde les cartes, eh bien, on voit que la Russie n'a guère progressé en 2 ans et demi au-delà de 200 km de ses frontières. Soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas. Donc un pays de 140 millions d'habitants ne peut pas envahir une Europe de l'Ouest qui en a 400 millions. Et je crois qu'on est à 900 millions si on met la totalité des pays de l'OTAN. Donc voilà, sur la guerre sur les faux semblants, la guerre de l'information, et regardez ces derniers jours, on nous ressort la menace russe, et en même temps on vous dit, mais regardez, ils ont été incapables de progresser de plus de 7 km dans la région qui fait face à Belgorod autour de Kharkov. Donc on ne cesse de voir ces déclarations contradictoires côté occidental. Je passe sur celle de l'hôte de l'Élysée qui ne cesse d'être, d'être dans une guerre du bluff qui me semble extrêmement dommageable. Mais voilà où on en est aujourd'hui. On s'attendait à voir une évolution qui semblait dessinée, puis depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines, il y a malheureusement des éléments de radicalisation côté occidental qui laissent penser que peut-être le conflit pourrait encore durer longtemps. Parmi les éléments qu'Olivier va évoquer, moi dans notre répartition des rôles, je survole ça de plus haut. Je crois que ce qui a été intéressant dans ce conflit, c'est toutes les innovations qui ont été faites
sur un plan opérationnel comme sur un plan technique, et tu vas les développer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça change en partie la guerre moderne, il y a des tas d'éléments nouveaux. Et en même temps, est-ce qu'on doit en tirer les leçons pour la totalité des conflits à venir? C'est une question, parce que finalement, est-ce que, comme la guerre contre le terrorisme est une époque est une phase dans les conflits auxquels on assiste, est-ce que cette guerre ukrainienne sera absolument, je dirais, révélatrice de ce qui suivra un jour? Voilà, donc ce rapide tour d'horizon, des éléments nouveaux qui nous parviennent après 2 ans et demi de conflit sur qu'est-ce qui s'est passé au début, qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc une opération russe qui semble, et moi ce qui me semble tout à fait logique, beaucoup moins préparée qu'elle était. Je vous l'ai déjà dit à l'occasion d'une précédente conférence, je pense que j'ai longtemps pensé que les forces russes n'iraient pas, que Poutine jouait un coup de bluff, et que finalement les bluffs des deux côtés ont provoqué le conflit, et ça explique aussi pourquoi ça a probablement flotté, mais que fait paradoxalement au bout de 6 semaines, c'était presque plié. Les règles non dites entre les acteurs de la CIA et des services russes, et puis voilà tout ce qu'on va évoquer maintenant, les énormes leçons et innovations sur la partie militaire. Voilà, je te cède la parole. Merci Eric. Bon, moi, en tant que, je me qualifierais de spécialiste des questions militaires. J'aime pas le terme expert parce que vu ce qu'on voit à la télé, je préfère éviter le mot. Alors moi, en tant qu'observateur d'un conflit de haute intensité, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut comprendre que les armées, elles s'entraînent, elles s'équipent pour des conflits qu'elles ne peuvent pas prévoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir quelle sera la guerre de demain. Donc en fait, on fantasme des guerres, on simule des guerres, et celles qu'on doit faire, en général, ce n'est pas celles pour lesquelles on s'est préparé, c'est normal. Et donc en fait, c'est très riche en renseignements d'assister à un conflit de haute intensité. Toutes les générations n'ont pas eu la chance de voir ça, la chance entre guillemets. C'est le côté cynique du spécialiste. Donc, quand on conçoit des matériels ou des équipements, on les conçoit selon des tactiques, selon des doctrines d'emploi. Et puis, une fois que la guerre se déclenche, on voit comment ça marche, ça fonctionne sur le terrain. Et dans le cas de la mise en application des doctrines russes et ukrainiennes, c'était très intéressant parce qu'il y a une sorte de miroir par rapport aux opérations occidentales. Et là, ce qui est intéressant, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est lors de la guerre du Kosovo en 1999. La Serbie, c'est un petit pays qui disposait en tout d'une 40aine de systèmes antiaériens. Les alliés, la coalition occidentale de l'OTAN a fait 4397 missions anti-radar, tiré 743 missiles anti-radar pour la destruction effective de 13 systèmes. La coalition de l'OTAN mettait en œuvre à peu près 900 aéronefs. C'est-à-dire qu'il y avait une différentielle de puissance qui était monstrueux entre la petite Serbie et cette coalition. Et pourtant, non seulement on n'a jamais réussi à neutraliser complètement la défense antiaérienne, on a réussi à l'étouffer, c'est-à-dire qu'on arrivait à opérer sans être vraiment menacé par cette défense antiaérienne, mais on n'a jamais réussi à vraiment la détruire, de même que l'aviation serbe n'a jamais été totalement détruite. Elle a toujours réussi à voler, même si elle a perdu quelques appareils et qu'elle était elle aussi étouffée dans sa capacité à agir. Et là, c'est quand même... Rien que ça, ces éléments, ils sont intéressants de comparer avec la guerre en Ukraine. Ils disent, mais pourquoi les Russes, ils n'ont pas fait ceci, pourquoi ils n'ont pas fait cela? Tout simplement, ils n'en ont pas les moyens. Il aurait fallu un différentiel qui est monstrueux. L'Ukraine disposait de centaines de systèmes antiaériens. Quand vous avez un pays qui dispose de plusieurs centaines de systèmes, plus des dizaines d'avions répartis sur un territoire qui est immensément plus grand, il faut comprendre que c'est encore beaucoup plus difficile. Donc il ne faut pas s'étonner que l'aviation ukrainienne soit toujours active, il ne faut pas étonner que la défense antiaérienne ukrainienne existe toujours. C'est normal. Et le pire, c'est qu'on peut se dire qu'on ferait fondamentalement pas mieux. Et ça, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait regarder. Plutôt dire que les autres sont nuls ou machin, et il faut peut-être déjà regarder ce que nous, on est capable de faire ou ce qu'on a été capable de le faire. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est le 7 avril 2017, les États-Unis ont tiré 61 missiles Tomahawk contre la base de Dal Sherat, c'est une base aérienne syrienne, en représailles à l'attaque chimique qui aurait été lancée à partir de cette base-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur les 61 missiles qui ont été tirés, alors je reprends, 2 ont dysfonctionné au lancement, 30 se sont crashés,
6 ont manqué leur cible et 23 ont fait but. C'est-à-dire un taux de réussite de 38%. Et pour autant, la base aérienne n'a jamais été neutralisée. C'est-à-dire qu'elle était opérationnelle à peine quelques heures après. Et ça veut dire, ça donne une autre chose, c'est que neutraliser une base aérienne, ça demande des moyens gigantesques, parce que c'est vaste, parce que tous vos missiles ne vont pas au but, il y en a qui sont interceptés, qui tombent, qui sont brouillés, peu importe. Enfin, vous n'avez qu'une partie des missiles qui va au but, et enfin, même côté occidental. Donc on dit ça, mais c'est pas normal que les Ukrainiens ont encore des bases aériennes, pourquoi les Russes ne les ont pas rasées? Pour les mêmes raisons en réalité. En réalité, il y a une sorte de miroir. C'est-à-dire que ce qui n'a pas fonctionné chez eux, entre guillemets, ce qui ne fonctionne pas non plus quand on le fait, mais simplement ce qui a fait la différence, c'est que à chaque fois, l'Occident était engagé dans des guerres avec une dissymétrie de puissance qui était énorme. Donc finalement, les petits ratés et tout ça, c'était sur l'épaisseur du trait, et puis on pouvait les passer. Donc on n'a pas forcément tiré les bons retours d'expérience de ces guerres-là. Et il y avait déjà des petits signes, quand même, ces éléments, c'était quand même des indices forts, mais on n'a pas voulu les voir, parce qu'après tout, on avait une telle puissance que bon, ça ne s'est pas vu. Mais quand on est face à un ennemi à parité, et ben d'un seul coup, là, ça prend une importance phénoménale. Alors honnêtement, au début de ce conflit, je me suis dit, bon, il va y avoir un débat entre spécialistes parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Et donc je me suis dit, bah, ça va être intéressant, on va voir les points de vue, les analyses et tout ça qui vont s'échanger. Et c'est une occasion manquée. Parce que là où on a commencé à se moquer, en fait, on a vu des moqueries. Okay, mais il n'y a pas eu de retour d'analyse. Je vais prendre encore 2 exemples. Au début de la guerre, on s'est moqué des véhicules russes à roues avec les pneus crevés. Parce que les Ukrainiens, ils jetaient des crève-pneus sur les routes pour faire crever les pneus. Alors, ils disaient, donc on a mis en cause les pneus chinois ou les vieux pneus russes, qui dataient de l'époque soviétique. Et ils se sont dit, voilà, l'armée russe va être à l'arrêt faute de pneus. Bah, ok, mais l'armée française, elle a renoncé à la chenille pour le pneu. Alors à un moment, il faut peut-être se poser la question. La vulnérabilité du pneu, c'est que ça crève. Alors effectivement, les véhicules, même crevés, ils peuvent rouler un certain nombre de kilomètres, mais ils ne peuvent plus vraiment combattre. Donc il y a aussi des questions de fond. C'est-à-dire que si la mobilité des véhicules à roues, ça posait problème pour l'armée russe, ça peut aussi poser problème pour notre armée. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder en miroir ce que nous avons et comment ce sera employé dans la même chose. C'est la même chose. Après, on a commencé à se moquer des chars de 40 tonnes qui s'embourbaient. Ok, les chars occidentaux, ils font entre 60 et 70 tonnes. Alors si un char de 40 tonnes s'embourbe, ça va pas, à votre avis, ça va donner quoi un char de 70 tonnes? Donc là, c'est pareil. Plutôt que j'étais complètement surpris de ce manque de recul complet, où l'idée, c'était juste de se moquer. Et du coup, ça a complètement tué le débat. Parce qu'il y a un vrai débat, il y a des vrais retours d'expérience à retirer de cette guerre. Il y a des vraies choses à regarder parce que ce qui arrive aux Ukrainiens ou aux Russes sur le champ de bataille, ça peut arriver à nos propres armées. Et il est intéressant de regarder ce qui se passe, vraiment, mais avec un regard lucide. Ce qui arrive à la flotte russe en mer Noire, bah, les marines occidentales, elles regardent ça aussi d'un œil plutôt inquiet, parce qu'en réalité, personne ne sait comment faire. Donc on n'a pas trop envie d'aller se retrouver dans la même situation. Et donc, plutôt que d'avoir des débats plutôt enrichissants sur les spécialistes, enfin les experts, comme ils s'appellent, où chacun peut amener des idées, une manière d'aborder le truc, non, on se contente de se moquer. Mais les gars, on n'apprend rien comme ça. Si on considère que tel ou tel pays peut être potentiellement une menace, ce qui est fait, c'est qu'on commence par apprendre de lui. On commence à regarder de manière honnête et objective et pas à se laisser embarquer dans un discours qui est purement idéologique pour raconter ce qu'on a envie. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans l'analyse de ce conflit, c'était de reprendre par rapport à tout ce que je pouvais entendre dans les médias. Et je me disais, c'est pas possible, quoi. Il faut expliquer les choses aux gens, comment ça fonctionne, comment les choses se passent en vrai, quoi. Il y a des tas de paramètres qui rentrent en compte. On a eu des commentateurs qui se livraient une sorte de combat de Pokémon avec des cartes. C'est-à-dire, tel matériel, il a telle caractéristique, je vais plus vite, je vais moins loin, je vais machin, donc il est meilleur. Bah non, ça ne marche pas comme ça. C'est un peu comme comparer deux voitures. Vous prenez une Dacia Logan de base, une Mercedes classe E,
La Mercedes, elle est vachement mieux sur le papier, elle va plus vite, elle va plus fort, mais pour aller faire ses courses en ville, est-ce que opérationnellement ça va changer votre vie? Bah non, les deux voitures, elles peuvent emmener 4 personnes et puis vos courses. Au final, opérationnellement, alors bien sûr, ponctuellement, si vous êtes sur une autoroute sans limitation de vitesse, ah bah oui, la Mercedes, ça va faire la différence. Mais quelle est dans la proportion d'utilisation du véhicule, dans quel cas cet avantage sera significatif? Quasiment jamais. Donc en fait, opérationnellement, ça ne va pas changer les choses sur le terrain. Pour reprendre un terme militaire, on mettait en avant que les chars occidentaux tirent précisément plus loin que les chars russes. Ce qui est vrai, un char russe, il va tirer, sa conduite de tir va lui permettre d'engager jusqu'à 2000 mètres, et un char occidental entre 3 ou 4000 mètres pour le Challenger 2. Seulement, en Ukraine, opérationnellement, la distance moyenne de tir est inférieure à 1000 mètres. Alors que vous avez une super optique qui permet de voir à 4000 ou une optique qui voit à 2000 mètres, opérationnellement, ça ne change rien. Donc c'est un avantage, oui, sur le papier, mais en vrai, ce n'est pas ça qui est significatif. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas la différence technologique, même si on considère que tel matériel est supérieur à un autre, la différence technologique n'est pas suffisante pour être en elle-même un élément différenciant sur le champ de bataille de manière suffisante. Alors, en plus, cette super technologie apporte aussi son lot de contraintes, c'est-à-dire c'est des problèmes de maintenance, c'est des matériels qui vont être potentiellement plus fragiles, qui vont s'user plus vite, contre un matériel qui va être plus rustique et qui va être plus facile à maintenir. C'est tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte. Donc ce qui est un avantage d'un côté peut être un inconvénient de l'autre. Donc en fait, c'est toujours cette balance qu'il faut regarder, et surtout, il faut regarder les choses en globalité. Il ne faut pas regarder si le truc il va plus vite ou moins vite, c'est de regarder, ok, il faut regarder dans le cadre d'emploi. C'est pareil, si vous avez une voiture qui peut aller à 200 km/h, mais vous ne faites que de la route de montagne, bon, bah, ça ne va pas vous servir à grand-chose d'avoir à 250 km/h. Donc en fait, c'est tous ces éléments qui sont très basiques. En réalité, c'est beaucoup de bon sens. Il n'y a pas d'expertise de très haut niveau, forcément. Mais ce qui m'a choqué dans cette guerre, c'est que l'aspect journalistique des grands médias n'a pas pris une tournure d'analyse objective ou de recul sur les événements, mais ils ont pris le pari de faire de la pensée magique. Je veux quelque chose, donc je dis ce que j'ai envie et j'espère que ça se passe. Bah, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, bah, ils ont été obligés de dire tout et leur contraire. Et ça, c'est assez surprenant parce que, en réalité, alors heureusement, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres gens qui ont quand même qui ont une vision beaucoup plus réaliste de la réalité du terrain, même si on n'est pas d'accord sur tout, peu importe, mais au moins il y a quand même quelques personnes. Mais bon, il y a peut-être 5 personnes, c'est quand même un peu court. Puis c'est pas franchement ceux que vous entendez le plus dans les médias, il faut être honnête. Donc en gros, dans ce livre, bah, on essaie de recueillir un peu toutes ces analyses un peu techniques que je faisais moi de ce que j'observais sur le terrain, sachant qu'il y a quand même des grosses évolutions, notamment l'arrivée des drones, qui est quand même le point le plus important. En gros, les drones, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça donne une transparence au champ de bataille, c'est-à-dire qu'on peut voir un peu ce que fait l'ennemi, qui change, qui remettent en cause les grands principes de la guerre que le maréchal Joffre avait édité, notamment la concentration des moyens et l'économie des forces. La concentration des moyens, quand l'ennemi sait exactement où vous êtes, ce que vous faites, bah déjà c'est plus possible. Donc en fait, on a tout un tas de questions quand même à se poser pour se dire comment on va faire évoluer ça, comment on peut faire évoluer la stratégie et les doctrines, comment on va adapter les matériels, comment on va se protéger contre les drones. Enfin, il y a des tas de questions à se poser. Mais le problème, c'est qu'en confisquant le débat par une approche idéologique, finalement, on n'aide pas à s'auto-améliorer, à croire à se taper le ventre en disant qu'est-ce qu'on est bon et nous, qu'est-ce qu'on est vachement plus fort, et que sur le terrain, on n'en prouve rien. C'est le meilleur moyen de perdre la prochaine guerre. Hein. Ça, c'est la recette. Donc, en gros. En gros, voilà. Après, on ne peut pas rentrer sur tous les aspects techniques de la guerre. Il y en a énormément, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est toujours plus complexe que ça a l'air.
C'est-à-dire que si on dit « Ah ouais, il suffit de tirer, on va prendre le canon César, il tire plus loin que l'autre, machin ». Ouais, mais vous tirez sur quoi à 40 km? Comment vous savez sur quoi tirer à 40 km? C'est toute la question, elle est là. La question n'est pas là de savoir à quelle distance vous tirez, mais sur quoi vous tirez, quel renseignement, comment vous avez le renseignement pour savoir, pour déterminer votre cible à 40 km. La question, elle est là. Si de toute façon, vos moyens de renseignement vous permettent de voir à 10 km, bah, de toute façon, vous tirez à 10 km. C'est aussi simple que ça. Donc il y a plein d'éléments comme ça à prendre en compte, que ce soit sur l'artillerie, sur l'aviation, sur la guerre électronique. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises, notamment il y a beaucoup de choses qui vont dire que oui, l'échec de la guerre électronique russe au début de la guerre. Ben non, il faut juste remettre dans le contexte. Au début de la guerre, les Russes, ils ont combattu une armée qui utilisait globalement les mêmes systèmes antiaériens qu'eux. Donc quand vous brouillez un système antiaérien et que vous utilisez les mêmes, comment vous savez que c'est celui de l'ennemi, que ce n'est pas le vôtre? Et quand vous allez brouiller l'un, vous allez brouiller le vôtre. Donc forcément, vous êtes sur la retenue. Vous ne pouvez pas tout utiliser. Donc à partir du moment où l'armée ukrainienne s'occidentalise, finalement, ça libère aussi les capacités de guerre électronique russe, puisque d'un seul coup, il est plus facile de discriminer. Donc il y a plein d'éléments en réalité qui sont très logiques, mais simplement, il y a eu voilà, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. J'avoue que j'étais un peu surpris, mais on pourrait multiplier les exemples, mais en gros, il y a des réalités physiques qui s'appliquent à tout le monde, quel que soit le camp. Et ce n'est pas une question d'idéologie. La physique, elle est la même pour tous. Et en gros, je terminerai un peu sur cette phrase. Je me permets d'aborder un détail. On déjeunait ensemble ce midi et tu me disais quelque chose que je trouve très important aussi. Sur l'armée russe, était une armée de conscrits en majorité. Donc ils avaient des véhicules beaucoup plus simples parce qu'un conscrit n'est pas aussi bien formé qu'un professionnel. Oui, en fait, c'est une caractéristique des matériels soviétiques puis russes. C'est effectivement, ils ont été conçus pour pouvoir être mis en œuvre par des conscrits. Donc, ils ont une conception plus simple que les matériels occidentaux. Et donc, ça change un peu la doctrine. Donc, on ne peut pas forcément comparer un matériel russe avec un matériel occidental parce qu'il était pensé dans un cadre d'emploi différent, avec une doctrine différente. Donc, on ne peut pas les comparer de la même chose. Si on essaie d'utiliser un char occidental avec une doctrine russe, on va se planter. Et si on essaie de faire l'inverse, on va se planter aussi. Voilà, chaque chose est adaptée à son besoin en réalité. Et pour compléter ce que tu disais, c'est vrai qu'on est bien sûr effaré par le niveau de partialité, mais aussi les faibles compétences des experts télévisés. Et des journalistes. Regardez, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, un attentat terroriste ou des événements comme on le voit aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on vous parle d'armes lourdes. Bon, une arme lourde, c'est une arme qu'on est deux à porter normalement. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des armes d'épaule. Voilà, une Kalachnikov ou un fusil d'assaut n'est pas un fusil mitrailleur. Donc même dans l'emploi du vocabulaire, on voit tous les jours sur ces plateaux télévisés un certain nombre d'erreurs terribles et qui finalement surdimensionnent par certains aspects le conflit. Alors, j'en reviens avant de vous céder la parole pour les questions à la guerre de l'information. Il y a bien sûr deux médias qui sont particulièrement actifs dans la propagande anti-russe, parce que c'en est grossier. Il y a bien sûr RR Cosmos, mais il y a le magazine Géo. Je ne sais pas. Regardez le magazine Géo depuis quelque temps, un magazine qui est censé, alors qui était à deux doigts de la faillite en 2022, qui est censé faire des beaux reportages sur la nature, l'environnement, la préservation des espèces animales, de la faune, de la flore, et qui vous sort encore, je crois, hier matin, un article sur les pertes titanesques de l'armée russe autour de Kharkov. Alors peut-être ont-ils raison, je ne sais pas, je ne connais pas l'état des pertes russes, mais qu'est-ce que ce magazine, qui a totalement changé de sujet, vient faire là, avec aucun expert en interne, aucun historique. Alors vous allez me dire, ce n'est pas la première fois, je fais juste une digression, je me souviens du 11 septembre 2001, quand on a eu les attentats, et je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là, du jour au lendemain, tous les quotidiens français ne parlaient que du terrorisme, sur 8 ou 16 pages. Or,
C'est-à-dire que tout le monde faisait un article sur le terrorisme. Le journaliste spécialiste des affaires économiques, le journaliste spécialiste du cinéma, le journaliste spécialiste des affaires sportives ou culturelles. Et c'est le problème des médias, c'est que s'ils n'ont pas des spécialistes dédiés qui sont capables d'analyser, un journaliste, dans ce cas-là, ne fait que de la synthèse de ce qu'il voit, et si ces sources sont mauvaises, eh bien, il vous raconte des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est ce qu'on a observé sur ce conflit ukrainien, comme le disait Olivier. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette série de livres, surtout ce deuxième livre, et ceux qui le liront verront qu'il y a des analyses techniques très pointues, on le disait tout à l'heure, qu'on soit sur l'artillerie, sur la guerre électronique, sur l'emploi des chars, sur les opérations spéciales qui ont été tentées essentiellement par les Ukrainiens, ça aussi c'est intéressant, en territoire russe, sur l'emploi de l'aviation, sur la logistique, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché. Voilà, vous allez trouver comme ça une dizaine de thèmes sur lesquels on a essayé un petit peu au fur et à mesure d'éclaircir, nous, notre analyse, en espérant être neutre, parce que bien sûr, en tant qu'analyste, à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper, est-ce qu'on n'est pas orienté? Donc l'avantage de travailler en équipe, c'est qu'on se parle, on n'est pas toujours totalement d'accord, mais voilà, ça permet de sortir des analyses de ce type-là. Et comme le disait Olivier, ce conflit n'a pas été compris et analysé à sa juste valeur. Espérons qu'il le sera dans quelques années, non seulement pour essayer de voir ce qui se passe sur le terrain, mais aussi pour nous, Français et Occidentaux, se dire, ben, si demain nous avons un affrontement à conduire, quelles leçons est-ce que l'on peut en tirer? Malheureusement, quand on le fait aujourd'hui, on se rend compte qu'on est très 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 démunis. La notion de nucléaire tactique, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, pas sur la puissance de l'arme. Les puissances d'armes d'une charge tactique ou qui sera minervée sur un missile balistique, grosso modo, on reste sur des puissances qui sont de toute façon énormes. On est plusieurs fois Hiroshima de toute façon. Ce qui différencie le stratégique du tactique, en gros, c'est pas la charge militaire, c'est le vecteur qui est utilisé. Si on utilise un missile semi-balistique qui va 500 km, c'est pas pareil que d'utiliser un missile stratégique qui va à 10 000 km. En gros, la différence, elle est là, mais au niveau de la charge militaire et de l'effet, ça ne changera pas grand-chose. Je ne vois pas les Russes utiliser l'arme nucléaire dans l'immédiat. Il faudrait qu'ils soient dans une situation... il faudrait que le pays soit vraiment envahi. Je ne vois pas trop l'intérêt là aujourd'hui. Comment il pourrait être utilisé? Le seul cas où je dirais qu'il pourrait être utilisé, c'est si l'OTAN décidait de s'engager physiquement et complètement, les armées de l'OTAN, pour combattre la Russie en Ukraine. Bon, là, oui, histoire de calmer les ardeurs, ça pourrait être envisagé, mais on n'en est pas là. Et puis surtout, derrière, c'est une fois qu'on a fait l'arme nucléaire, en fait, on a levé un peu le tabou. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Et là... C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que Washington soit prêt à risquer Washington pour Kiev. Je ne suis pas sûr que Paris soit prêt à risquer Paris pour Kiev non plus. Donc, je vais laisser Eric répondre, ce sera mieux. Votre question est essentielle, on n'a pas tellement d'éléments. Alors, deux choses. Les exercices russes, il faut les regarder sur le long terme, comme les exercices américains. Est-ce que c'est un exercice qui sort de l'ordinaire? Parce que quand on a une force de frappe nucléaire, on s'entraîne, comme les autres unités. Donc on va mettre en place des missiles, on va faire des tests. Et quand les médias ne parlent que de ce qu'ils voient à l'instant T, la première chose qu'on se dit, nous, c'est est-ce que c'est un élément classique ou est-ce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire? Or, il ne semble pas que les derniers exercices qui aient eu lieu, ils semblent un petit peu différents que d'habitude, mais ce n'est pas une rupture. De la même façon, par exemple, quand on suit sur un certain nombre de sites ouverts la circulation aérienne, on voit à certaines périodes les avions gouvernementaux américains qui prennent l'air. C'est-à-dire en guerre nucléaire, c'est leur rôle. L'avion décolle pour qu'il y ait un PC opérationnel aérien dans lequel se trouve le président des États-Unis. Et donc, même si le territoire américain est détruit, le président reste en l'air. Mais si on ne sait pas que ces exercices-là ont lieu tous les mois, si vous êtes juste un observateur journaliste qui se met un jour sur un site et qui voit l'avion, comment s'appelle-t-il, Air Force One prendre l'air, ils se disent, tiens, les Américains ont peur de quelque chose, leur avion part en l'air, peut-être que le président est dedans. Donc il faut suivre l'activité sur le long terme pour se rendre compte s'il y a une rupture dans le schéma. Alors pour le reste, je rejoins totalement Olivier, je ne crois pas un instant à cette guerre nucléaire, mais bon, tout est imprévisible, personne n'y a intérêt, l'arsenal américain est encore efficace, mais il est inférieur à l'arsenal russe et il doit être modernisé.
Le seul avantage dont disposent les Russes, c'est que si effectivement ils faisaient une frappe nucléaire un jour sur le territoire ukrainien, encore une fois, je n'y crois pas, on ne peut pas riposter. Je pense qu'ils perdraient définitivement tout crédit, y compris vis-à-vis des pays du Sud. Ce serait, je pense, une erreur politique terrible. Donc il faudrait qu'il y ait en face quelque chose d'épouvantable qui menace la Russie. Mais là, pour le coup, alors que je dirais le soutien, même s'il ne se manifeste pas par des votes aux Nations Unies de la part des BRICS et des pays du Sud à la Russie est quand même quelque chose d'important, beaucoup plus important que le soutien que ces pays-là apportent à l'Occident, les Russes feraient une erreur phénoménale de lancer une frappe nucléaire, parce que de toute façon, le faire sur une ville, ça entraînerait des millions de morts. Donc là, ça paraîtrait pour les pires salauds de l'histoire. Donc, honnêtement, j'avoue que je n'y crois pas. Par contre, je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire une des premières fois où on s'est vu, quand avant le conflit, c'est-à-dire en septembre 2021, fin 2021, début 2022, on voit les Américains bouger des B-52 nucléaires qui n'étaient pas stationnés en Grande-Bretagne, les envoyer en Grande-Bretagne. Là, c'était pour nous des signes intéressants de dire bon, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis, à chaque fois que la presse occidentale nous a dit Poutine menace l'Occident de riposte nucléaire, on retrouve généralement la veille ou l'avant-veille, en surveillant encore une fois les sites de navigation aérienne, on voit ces fameux B-52 nucléaires, mais probablement bien sûr pas équipés de l'arme, qui quittent les bases britanniques, qui viennent jusqu'aux frontières aériennes de la Russie et de la Biélorussie, puis qui font demi-tour et qui retournent en Grande-Bretagne. Donc ça, d'après ce que nous avons vu, nous n'avons jamais eu de menace d'initiative de la part de la Russie sur l'arme nucléaire. Quand on a une vision un peu plus complète du tableau, on voit toujours que ce sont des menaces en réaction à un vol d'appareil ou à quelque chose qui s'est produit auparavant. Donc, puis la doctrine russe est quand même assez claire en la matière. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'existentiel. Alors, l'Ukraine est existentielle. La présence de l'OTAN aux frontières russes est existentielle pour la Russie. Ça a généré l'opération spéciale de mars 2022. Mais ce n'est pas une menace existentielle de même niveau, de niveau supérieur qui générerait l'emploi de l'armée russe. Pour aller dans le sens de ce que disait Olivier aujourd'hui, moi, il y a deux choses qui me frappent sur le plan militaire, qui sont nouvelles, mais il n'y a pas non plus de rupture phénoménale, c'est qu'il y a quand même, pour la première fois dans l'histoire, une transparence du champ de bataille. C'est-à-dire que... Relative. Voilà. Elle n'est pas complète non plus. Voilà. Que ce soit sur le plan de l'imagerie par les satellites, les drones, comme tu le disais, mais aussi il est beaucoup plus difficile de dissimuler aux yeux de l'adversaire ce que l'on prépare, les rassemblements de force. Et puis on le voit aussi sur la partie, alors en tout cas dans une guerre de haute intensité, encore plus que jamais sur le rôle de la logistique. Et ça, et nos armées, finalement, comme la grande distribution, nos armées occidentales fonctionnent à flux tendu maintenant depuis plus de 30 ans, et on se rend compte que c'est plus possible, et qu'il va falloir à un moment donné refaire des stocks. Mais j'ai envie de vous dire en même temps, c'est la question qu'on se pose en ce moment, est-ce que ça nous concerne, nous, Français ? Parce qu'en réalité, je le dis, pour moi, il n'y a pas de menace russe contre nous. La politique que le gouvernement français a prise contre Moscou, malheureusement, il ne faut pas s'étonner qu'on prenne des coups après être allé chercher l'ours dans sa tanière. Mais est-ce que sincèrement, on s'attend à une invasion, une guerre de haute intensité avec les Allemands, avec les Polonais? Donc c'est aussi un élément intéressant. Est-ce que 200 chars, c'est vrai que c'est tout petit, mais est-ce qu'on en a besoin de 1200? Donc il y a une vraie réflexion qui, à mon sens, n'a pas lieu dans les médias. Dans les cercles que nous connaissons, il y a quand même une vraie réflexion en la matière. Mais il faut aussi faire attention à ne pas tirer des leçons et à les appliquer, de manière directe. Quand on regarde la géopolitique mondiale, les chances d'affrontement militaire un jour pour des soldats français sont les Turcs. Que ce soit en Méditerranée, sur les zones économiques exclusives, une action de vive force des Turcs contre les zones grecques, c'est quand même le dernier pays qui nous a éliminé une frégate. Et les mercenaires turcs que l'on voit aujourd'hui arriver un petit peu partout en Afrique, comme les gens de Wagner, voilà, les chances qu'il y ait dans les années qui viennent un affrontement militaire avec un adversaire pour la France, à mon sens, le cas numéro 1, pour moi, c'est la Turquie.
C'est bien sûr pas la Russie. Voilà. Je termine un dernier point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. On parlait d'opérations spéciales. C'est très intéressant de voir aujourd'hui que les Ukrainiens envoient des forces spéciales en Afrique pour essayer de contrebattre l'influence de Wagner. Bon. Alors, je comprends quand on est un pays qui est... Il faut aussi faire ce qu'on appelle des changements de position de perception. Essayons de nous mettre dans la peau des Ukrainiens. Je dirais que si j'étais Ukrainien anti-russe à l'excès, je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de frapper de territoire russe. Évidemment. Sauf que bien sûr, ils ont été bridés parce que les Américains leur ont imposé. Et du coup, les Russes se sont bridés eux-mêmes sur un certain nombre d'actions. Encore une fois, je le rappelle, regardez le nombre de morts civiles et de victimes collatérales de ce conflit. Il est très peu important. Comparé à ce qui se passe à Gaza, le nombre de morts militaires est malheureusement épouvantable dans ce genre de conflit. Mais dès qu'on entend des comptes rendus médias des frappes, c'est des blessés, un mort, 2 morts, 8, je crois 5 ou 8 morts. C'est horrible, bien sûr. Mais on est dans une guerre qui est ciblée, qui est une guerre finalement à 95% militaires aujourd'hui, et dont 95% des victimes sont militaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, parce que depuis la fin de la guerre froide, les principales victimes de tous les conflits auxquels on assistait, c'était les civils. Les unités, les casques bleus, partout où ils arrivaient, étaient protégés. On se disait, on est protégé quand on est militaire. Et ça, c'est la nouveauté, c'est que 95% des victimes de ce conflit sont militaires. Ce n'est pas exactement la nouveauté, c'est un retour à ce qui était ancien. Et on parlait de l'artillerie tout à l'heure. Moi, il y a un livre que je vous conseille de lire, qui est le livre de Michel Goya, qui s'appelle « Sous le feu ». Alors, je ne partage aucune des analyses de Michel Goya, qui lorsqu'il fait de la géopolitique, pour moi, se fourvoie totalement. Quand il fait de l'histoire militaire, c'est un très bon spécialiste. Son livre, qui s'appelle « Sous le feu », fait une étude des victimes des conflits depuis l'origine jusqu'à la fin des guerres coloniales. Et il explique que dans ce livre, 90% des victimes d'un conflit sont faites par l'artillerie. Et finalement, on retrouve les constantes. Je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, l'artillerie française, à la fin du conflit, avait 800 000 hommes. Et que, encore de même sur la Première Guerre mondiale, de nouveau, 90% des victimes étaient des victimes de l'artillerie, et l'infanterie fait les 10% restants. Donc, c'est des choses qu'on redécouvre quand des historiens comme lui ont fait ce type de travail. Et la guerre de haute intensité, on retrouve des constantes. Il y a des choses nouvelles, et puis il y a des constantes. Sur ce type de conflit, les estimations faites côté occidental sur les pertes russes, on dit entre 150 et 180 000 hommes. Ça paraît crédible sur l'intensité de ce conflit, ça ne me paraît pas forcément délirant. Côté ukrainien, alors là, c'est très très compliqué. Je pense qu'elles sont à minima équilibrées. Il y a au moins quasiment autant de morts de chaque côté. Je dis au moins, c'est-à-dire que voilà, à minima, c'est équilibré. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent faire penser, parce qu'il y a quand même des grosses zones d'ombre sur les effectifs ukrainiens. C'est-à-dire, il y a des trucs que je n'ai pas bien compris en faisant les comptes. Je sais qu'au début de la guerre, les Ukrainiens avaient 280 000 hommes d'actifs, de soldats professionnels, et 900 000 réservistes. Et tout ça, alors ok, je peux comprendre qu'une partie des réservistes n'ait pas pu, parce qu'ils étaient sur les parties qui ont été envahies, qui n'ont pas pu rejoindre, ok. Mais il y a quand même un moment où l'armée ukrainienne n'a jamais dépassé une certaine masse critique, alors que normalement, juste ces réservistes et ces soldats professionnels pouvaient les dépasser. Donc j'ai un gros mystère. Est-ce que ce sont des gens qui sont morts? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu? Est-ce que je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la question. Il y a vraiment un gros mystère de ce côté-là. Et en réalité, on pourrait savoir. Et ça a été fait, a priori, j'ai lu un papier là-dessus, ça a été fait. Il suffirait de prendre les images satellites sur les cimetières ukrainiens et de faire une analyse statistique. En fait, on pourrait le savoir, mais on refuse de le faire. En fait, ça reste dans des chiffres qui sont tout à fait crédibles vu l'intensité de ce type de conflit. On sait que les victimes, on les compte en centaines de milliers et pas en milliers ou en dizaines de milliers. Mais donner des chiffres, après, on peut être sur des chiffres très larges. On peut dire peut-être qu'ils ont perdu entre 200 000 et 600 000 hommes. Entre les deux, je suis incapable parce qu'on ne sait pas trop au milieu où est placé le curseur. Donc on ne peut pas vraiment s'engager.
Alors déjà sur le matériel qui disparaît, alors peut-être que des petites armes, genre des lance-missiles ou des mitrailleuses, ça disparaît. Un char, vous ne le faites pas disparaître comme ça, ou un véhicule blindé, bon voilà, ça j'y crois pas trop. Après sur les dons des matériels, ce qui a été donné, il est évident que les Ukrainiens, on leur a pas donné ce dont ils avaient besoin, on leur a donné ce qu'on pouvait leur donner surtout. Et si bien qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec un gros problème, c'est qu'ils ont c'est un musée leur armée, c'est-à-dire qu'ils ils ont tous les modèles de tout. Mais c'est un cauchemar logistique et ils ont des trucs même des fois en 5 exemplaires. Et comment vous voulez assurer une chaîne logistique, une formation quand vous avez un matériel que vous alignez en si peu d'exemplaires? C'est très compliqué. Donc ça, c'est un vrai problème pour eux. Et je sais que dans le matériel occidental, le taux de disponibilité en Ukraine est assez faible, c'est-à-dire le matériel, une fois qu'il n'est plus en service, en fait, il reste à l'arrière parce que le temps qu'ils aient les pièces de rechange et tout ça, c'est très compliqué. Et les matériels qu'on renvoie, on a eu le cas de 2 Léopard 2 allemands qui ont été renvoyés à l'arrière, enfin en Pologne, pour être réparés. Ils ont été renvoyés sur le front 8 mois après. Il a fallu 8 mois pour réparer 2 chars. Là, logistiquement, c'est un vrai cauchemar. Et ils multiplient les calibres, ils multiplient les modèles. La logistique au niveau côté ukrainien, mais c'est un cauchemar. L'armée ukrainienne, il faudrait, si les Occidentaux décidaient demain de dire voilà, l'armée ukrainienne, il faut qu'elle gagne, donc on donne tout ce qu'il faut, il faudrait commencer par rationaliser tout ça. Et derrière, il faudrait déjà qu'ils mobilisent 500 000 hommes, qu'on envoie s'entraîner pendant 2-3 ans en Occident, qu'on les équipe de pied en cap avec un matériel cohérent, c'est pas 10 modèles de chars mais un seul, des pièces d'artillerie 2 modèles, et voilà. Et là, oui, on aurait un truc cohérent. Mais là, on donne chacun un peu ce qu'il peut, ce qu'il va, où il va tester son matos, donc c'est un salon de l'armement leur truc. Mais là, la logistique, c'est un enfer. Alors, comme vous le disiez, c'est vrai qu'au début, je vous dis à partir de septembre 2021, quand nous, on a travaillé sur la montée en puissance du conflit ukrainien, on a travaillé au début en étudiant la politique intérieure américaine. C'est qu'on voyait les blocages des budgets aux États-Unis, ce qu'on appelle le séquester, avec le risque de shutdown. Et normalement, vous allez voir où je vais en venir, pour nous, ça a été les signaux annonciateurs. C'est-à-dire qu'on voyait que le président Biden, depuis qu'il était élu, n'avait pas un engagement de dépenses sur 1 an, que le Congrès lui permettait 3 mois. Et puis, plus on s'approche de la fin de l'année, plus il y a des autorisations de dépenses du Congrès qui sont limitées à 1 mois. Ça entraînait une exaspération du Pentagone qui disait « mais moi, si je ne peux pas faire mes engagements de dépenses pour acheter des munitions, rappelons qu'à l'époque, l'armée américaine était en train de se dire « on sort de la guerre contre le terrorisme, il faut qu'on se réforme en prévision d'un éventuel conflit contre les Chinois ». Et quand on connaît la politique américaine, la manière dont le Congrès peut bloquer le président, la seule façon de sortir de cette logique-là, c'était de créer un conflit extérieur. En tout cas, une crise, je ne vais pas dire un conflit. Et donc, on sentait ce conflit venir. Et on voyait les provocations américaines. On voyait que, sur un certain nombre de points, ils durcissaient le jeu. On voyait qu'ils faisaient intervenir les Britanniques. On se disait, ils y ont intérêt, sans aller trop loin, juste pour que ça permette de débloquer les budgets, que le Pentagone puisse acheter des armes. Et c'est pour ça qu'on a commencé à le suivre. Et donc, on avait le sentiment, et je dois l'avouer en ce qui me concerne, je me disais, les Russes ne vont pas tomber dans le panneau. Ils voient ce qui se produit. Mais je pense qu'il s'est produit 2 choses. Il y a d'abord, effectivement, ces éléments du Donbass sur lesquels, même les chiffres de l'OSCE sur lesquels on travaille, on voit l'augmentation, comme vous le disiez, des frappes. On n'a pas encore, moi je ne trouve pas dans ces chiffres, une caractérisation absolument délibérée d'un camp sur l'autre, parce que ça n'a pas été calculé. Par contre, là où on le juge, c'est ceux qui étaient sur le terrain. Alors bien sûr, on peut critiquer, si on n'aime pas Anne-Laure Bonnel, on va dire elle raconte n'importe quoi. Ce n'est pas la seule, mais il y a quand même un certain nombre de journalistes qui étaient sur le terrain et qui ont vu le début de cette offensive ukrainienne. On sait de toute façon aussi, c'est les éléments qui nous permettent de lire qu'il y avait vraiment quelque chose, que l'armée américaine, enfin les Américains à partir de fin 2014-2015, forment l'armée ukrainienne pour reprendre le Donbass.
Ils forment la 5e direction du SBU pour monter des opérations spéciales. Ils forment une autre unité au sein du HUR, du renseignement militaire. Donc on connaît aujourd'hui quelle a été l'implantation des conseillers militaires américains, des forces spéciales américaines et de la CIA en Ukraine à partir de 2014 et pourquoi ils formaient les commandos ukrainiens et pourquoi il est préparé. Il est préparé non pas à une guerre contre la Russie, mais il est préparé à reprendre le Donbass. Donc, on a quand même des tas d'éléments qui nous permettent de dire, si on commence à croiser les sources, il y a bien une préparation d'offensive. Il y a un autre élément auquel je ne peux pas accorder de crédit, c'est le document qui a été rendu public quasiment un mois après le début de l'opération spéciale, où les Russes montrent un document qui est le plan d'attaque ukrainien dans le Donbass, qui est signé par tous les généraux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a circulé sur Internet très peu de temps. Les Russes disent qu'ils l'ont trouvé au moment de leur offensive, ou que c'est leur service qui leur a rapporté. On ne sait pas si ce document est vrai. Mais en tout cas, je dirais, il y a de très forts éléments qui permettent de confirmer le fait que l'offensive était lancée. De toute façon, c'est ce que voulaient les Ukrainiens. Est-ce que Zelensky était au courant ? J'avoue que je ne sais pas. On se pose la question aujourd'hui sur les opérations qui sont conduites en territoire russe. On voit bien qu'un certain nombre d'éléments du SBU et du HUR décident sans que Zelensky soit au courant. Ou alors il feint de ne pas être au courant pour ne pas emporter la responsabilité. Ça, c'est un aspect qui me semble très très difficile à savoir. Mais encore une fois, la presse américaine révèle beaucoup de choses. Les 12 bases sur la frontière, il y en a eu d'autres d'ailleurs, des bases de SBU. La formation par les forces spéciales aux techniques non seulement de guérilla, mais aussi la formation des unités militaires pour reprendre le contrôle du Donbass. Et paradoxalement, ce qu'on a découvert il y a peu de temps, c'est que les Américains ne pensaient même pas que les Ukrainiens résisteraient à l'opération spéciale russe. Alors, il y a des tas de paradoxes. C'est-à-dire que dès que la résistance a commencé à s'organiser, notamment grâce aux renseignements américains, par exemple, autour de Stomel, on sait aujourd'hui que l'opération a échoué parce qu'il y a une taupe au sein du commandement russe qui avait informé, ce qui a permis aux Ukrainiens de faire échouer l'opération sur Stomel. Alors, on continue à raconter qu'il y avait 200 opérateurs du FSB dans des camionnettes qui ont essayé d'aller assassiner Zelensky. Encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. On voit les bribes qui commencent à sortir de sources que l'on considère comme crédibles, mais quand on n'a qu'une source, moi je trouve que 200 hommes pour assassiner Zelensky, c'est beaucoup trop. Et encore une fois, est-ce que c'est vrai? Du coup, on se dit la question, est-ce que Poutine n'a pas menti lorsqu'il a dit à Naftali Bennett qu'il n'assassinerait pas Zelensky? Voilà, il y a des tas d'éléments sur lesquels on ne peut pas avoir de point de vue aujourd'hui. Je vous rappelle qu'une partie des archives de la Seconde Guerre mondiale ne sont toujours pas ouvertes, notamment celles du renseignement. Beaucoup sont ouvertes, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas toujours. Donc on analyse ça en sachant qu'on n'a pas toutes les informations à l'instant T. Il faut multiplier les sources. Donc ceux qui n'analysent qu'à partir des sources occidentales se trompent. Ceux qui n'analysent qu'à partir des sources russes se trompent. On essaie d'avoir un petit peu des deux côtés. Et je crois que je vous racontais la dernière fois, parce qu'on a republié ce texte il y a quelques jours, ce que disait un de mes contacts du KGB, le colonel Prélin, qui est un homme qui est à la retraite depuis longtemps, mais qui disait « Nous avons fait 3 erreurs en Ukraine au début du conflit. La première, c'est que nous pensions qu'il restait dans l'armée ukrainienne des officiers supérieurs qui avaient été formés à la soviétique, avec lesquels on pourrait échanger. Or, il me dit, on n'avait pas assez mesuré à quel point l'armée ukrainienne avait été otanisée. Deuxième point, il le dit, nous ne pensions pas que nous pensions qu'il y avait une claire dichotomie entre les unités dites néo-nazies et les unités patriotiques ukrainiennes. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des éléments ultra-radicaux dans les unités classiques et qu'il y avait des patriotes ukrainiens dans les unités comme Azov et quelques autres. Et puis, troisième élément, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que les Ukrainiens mettent leur centre de commandement dans des bâtiments civils. Voilà. Et ça, on l'oublie. Pour les Ukrainiens de Galicie, se battre au Donbass, ils ne défendent pas leur terre. Donc finalement, qu'il y ait des victimes civiles, ça leur est strictement égal. Donc voilà, ils nous ont fait part d'un certain nombre d'éléments. Donc là aussi, je dirais, même si on a des relations, on se méfie un petit peu. Tous ces éléments nous permettent de lever un tout petit peu le brouillard et puis on va retrouver une information contradictoire après. Moi, sur le Donbass, je dirais, effectivement,
je pense que c'est l'élément qui a déclenché la réaction russe et le fait de passer à l'action avant que les forces russes n'envahissent le Donbass. Mais j'ai envie de vous dire, on n'en a jamais parlé, est-ce que finalement il n'aurait pas mieux valu que les forces russes avancent dans le Donbass en race campagne, ils ne soient plus dans la fortification pour passer à l'action? On ne sait pas. Je peux même vous dire qu'il y a toujours un débat entre spécialistes. Olivier a un point de vue vers lequel je finis par pencher sur où était l'axe principal de l'offensive russe. Voilà, il y a tout ça fait que c'est très difficile d'analyser en étant absolument péremptoire un conflit comme celui-ci. Moi j'ai deux questions. La première, j'ai entendu dire que sur Boutcha, la gendarmerie française a fait une enquête. On n'a jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Et la deuxième question, c'est justement, compte tenu de l'imminence du nettoyage ethnique qui était décidé, préparé, dont vous venez de parler, effectivement, qui m'a été confirmé par des sources militaires otaniennes, quand même, ces mêmes sources avouent avoir été surprises par la contre-attaque russe, par l'attaque préventive, donc la SVO, pour empêcher le nettoyage ethnique, justement, qui était prévu et qui avait commencé avec les bombardements rapportés par l'OSCE. Et évidemment, avec les préparations des 3 lignes de défense, la Kramatorsk, etc., puisque les Américains, quand ils annonçaient l'imminence de l'intervention russe en Ukraine, pensaient au fait que les troupes russes allaient intervenir pour défendre la population civile qui allait être attaquée par les troupes ukrainiennes sous direction otanienne. Mais comment se fait-il que les Américains n'aient pas vu avec leurs satellites, alors que les Russes disent on combat en permanence sur une table ouverte? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas vu justement la préparation et le début de l'offensive de l'opération militaire spéciale? Ça, je ne comprends pas. On va vous faire 2 réponses, je pense, complémentaires. Ils l'ont vu, puisque c'est même eux qui ont convaincu Zelensky à un moment donné qu'ils n'y croyaient pas. C'est ce qui se dit maintenant. Alors, sur Boutcha, je n'ai pas d'éléments. Je sais qu'il y a eu une enquête de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Il y a probablement eu d'autres experts internationaux qui sont passés. J'ai aucune connaissance, alors c'est peut-être une lacune, mais on a essayé de trouver. Je n'ai aucune connaissance des résultats. Et bien sûr, je ne me réfère pas à ce que dit le New York Times, qui a fait une enquête soi-disant approfondie sur le sujet. Bien sûr, ça n'est pas, ils sont jugés partis, donc ça ne peut pas être... Enfin, s'ils ont raison, s'il est prouvé qu'ils ont raison un jour, je me rangerai à leur point de vue, mais pour l'instant, on ne peut pas se fier à cela. Sur le deuxième aspect, on avait quand même une connaissance assez précise de l'endroit où étaient massées les troupes russes, selon des frontières, et pas uniquement autour des frontières du Donbass. Donc les Américains pouvaient le voir. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, je pense que les deux camps, c'est la conclusion à laquelle on arrive aujourd'hui, les deux camps ont fait un bluff en espérant que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les Américains poussaient les Ukrainiens à prendre le Donbass en espérant que les Russes ne réagissent pas. Et on a le sentiment que les Russes avaient massé des troupes à la frontière en espérant que les Américains et les Ukrainiens ne passeraient pas à l'action. Et bien un double jeu de bluff, malheureusement, qui n'a pas fonctionné. Maintenant, sur les axes principaux de l'offensive, je te laisse apporter des... Le plan dont vous avez parlé tout à l'heure, oui. ils ont parlé, il semblerait qu'ils l'ont trouvé à Lugansk sur un officier de l'OTAN. C'est les forces de Lugansk qui l'ont pris. Et effectivement, c'est ça qui a décidé Poutine, semble-t-il, à lancer l'attaque. Voilà. Mais encore une fois, pour empêcher le massacre. J'aurais tendance à penser que c'est vrai, mais voilà, on ne peut pas confirmer cette information qui ne vient que du côté russe. Ouais. Alors concernant l'axe principal de l'attaque, ma lecture, c'est qu'au vu des forces en présence et de la tactique, pour moi c'était au niveau de Kiev l'axe principal, et la prise de l'aéroport d'Hostomel était fondamentale pour fondre sur Kiev, et en fait le but c'était de créer une crise politique pour faire tomber le gouvernement, enfin faire tomber Zelensky. Et voilà, pour moi c'était l'axe principal. Et l'échec, parce que sur Hostomel, ils ont mis quand même des gros moyens avec les VDV qui ont fait une opération à l'héliportée de très grande échelle.
et même si l'opération en elle-même a plutôt bien fonctionné, derrière, ils n'ont pas pu transformer, puisqu'ils n'ont pas pu sécuriser l'aéroport, puisqu'il y avait eu un groupe de forces spéciales ukrainiennes qui était à proximité, plus une brigade, notamment une brigade d'artillerie, qui ont pilonné l'aéroport, qui a bien été pris par les VDV, mais qui était rendu totalement inutilisable. C'est bien qu'ils n'ont pas pu faire atterrir les forces parachutistes qui étaient envoyées par avion. Et les avions ont fait demi-tour, et après, c'est juste la colonne, et après, tout s'est embourbé. Mais pour moi, l'axe principal, c'était vraiment là-dessus, puisque c'est là qu'ils ont mis les unités les plus pointues, et leurs unités d'élite, et qu'ils ont mis le plus gros de leurs moyens. Mais Jacques Beau dit le contraire, par exemple. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Oui. Entre nous. Les accords de Minsk, c'était le fait qu'on mette un terme au conflit, que toutes les troupes étrangères quittent le territoire ukrainien, sous-entendu aussi bien les conseillers militaires américains qui étaient d'un côté, et sous-entendu les forces russes, plus ou moins petits hommes verts qui se trouvaient en Crimée, et qu'on arrive à une solution négociée, et qu'on arrête de... Enfin, je vous fais ça très vite. Et dans le Donbass, bien sûr. Bon. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, les Occidentaux n'ont pas respecté ces accords et ont tout fait. Et puis c'est surtout arrêt de l'aide militaire étrangère pour que les deux camps dans le Donbass, mais même au-delà du Donbass, arrêtent de, pour ce qu'on appelle faire de la déconfliction. Ça n'a pas été tenu. Il ne s'agit pas de défendre un camp contre l'autre. Notre rôle, c'est aussi d'analyser les choses. Et si on regarde l'évolution de la relation OTAN-Russie depuis 1991-92, depuis la chute du mur, on voit toutes les renonciations et les mensonges américains. On voit les lignes rouges que les Russes ont mis en avant systématiquement, surtout à partir de 2006, 2007, 2008, en disant si vous allez plus loin, ça va nous poser un vrai problème. Mais c'est pour ça qu'on peut parler de co-responsabilité ou de vraie provocation américaine, c'est que les intérêts sécuritaires de la Russie n'ont jamais été pris en compte. Alors même si on est anti-russe, si on veut vivre dans un monde en paix, on doit intégrer ce que dit son adversaire et ses préoccupations de sécurité pour ne pas proposer un conflit. Alors il y a des moments où c'est pas acceptable et qu'il faut parfois mieux provoquer un conflit que de céder. Mais aujourd'hui tenir ce discours, c'est tout juste si on ne nous accuse pas de l'esprit de Munich. Or, toutes les violations du droit international, des engagements pris par les Américains depuis la fin de la guerre froide sont terribles. On nous parle des exactions russes en Amnesty International, à Boutcha. On aura peut-être un jour le fin mot de l'histoire, mais on passe sous silence. Pourtant, la presse anglo-saxonne en parle un petit peu, les exactions qu'ont fait les Américains et les Britanniques en Afghanistan, en Irak. Ça sort parce que des membres des unités spéciales, du SAS ou des forces spéciales, sont aujourd'hui poursuivis en justice pour avoir tué 54 civils afghans, dont des enfants. Donc, là aussi, il y a un déséquilibre total. Regardez, on reconnaît à Israël le droit à sa sécurité, on lui reconnaît le droit de frapper en Syrie quand il y a une menace contre son territoire. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis c'est comme ça. Finalement, qu'est-ce que c'est que si la Russie dit de la même manière, moi je considère que c'est une menace existentielle si des missiles de l'OTAN s'installent en Ukraine, on ne lui reconnaît pas ce droit-là. Et je vais vous redire ce qu'on dit depuis le début. Imaginons à l'époque que le pacte de Varsovie ou la Russie se soit installé au Mexique. Qu'est-ce que vous croyez qu'auraient fait les Américains ? Voilà. Donc le danger, c'est quand on dit ça, on est bien sûr disqualifié d'avance. Le problème, c'est le deux poids, deux mesures, systématiquement. C'est-à-dire que si nous appliquons... Alors, pas uniquement sur la Russie. Je considère que les Russes font la même chose sur le Haut-Karabakh. La position russe de dire nous arrêtons de soutenir les Arméniens sur l'Azerbaïdjan, c'est l'inversement pour celle de ce qu'ils font en Crimée. Ils ont tout à fait, à mon sens, le droit de dire la Crimée a toujours fait partie de la Russie ancienne, donc l'autonomie du peuple criméen, la volonté du peuple criméen, c'est de se rattacher à la Russie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même politique sur le Haut-Karabakh en Arménie? Donc il n'y a pas que les Américains et les Français et les membres qui font du deux poids deux mesures. Ça existe partout.
Écoutez, je ne peux pas vous répondre. D'abord, on n'est pas dans un processus d'escalade. On a l'impression qu'il y a une espèce de relance depuis quelques semaines, mais qui n'est pas un processus d'escalade aujourd'hui, parce que l'argent qui est donné à l'Ukraine, les munitions, tout ça vont arriver très lentement. Donc, il ne va pas y avoir de changement majeur à très court terme sur le théâtre des opérations. Seulement, on pensait qu'on allait plutôt vers une voie je dirais, qui menait aux négociations, et du coup, on se pose la question. Ça, on peut vous dire. Après, le renseignement n'est pas l'astrologie, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain, et c'est très difficile. Nous, on essaie d'analyser ce que l'on voit ou ce qui s'est passé. Parfois, c'est vrai qu'on a une idée en se disant il pourrait se passer ça dans les jours qui viennent. Là, pour l'évolution du conflit, moi, je suis totalement incapable de formuler un point de vue. Non, le seul danger que je vois, c'est ce que vous dites, effectivement, les nouveaux missiles qui étaient, les missiles que donnaient les Britanniques et les Américains principalement, qui étaient limités à 150 km de portée. Ils ont décidé de leur permettre de tirer à 300 km de portée. C'est pour ça que la Crimée est directement sous le feu de ces missiles. Le danger, c'est d'avoir des individus extrémistes pour des raisons personnelles. On a le cas avec Netanyahou et Gaza, c'est sa situation personnelle, au-delà de l'idée qu'il a du peuple israélien, c'est le peur d'être poursuivi en justice, qu'on lui fasse porter la responsabilité des massacres du 7 octobre, dont il est en partie effectivement responsable, qui l'amène à se radicaliser. C'est un peu la même chose pour Zelensky et leur entourage. C'est-à-dire que si la guerre s'arrête demain, indépendamment, est-ce qu'ils ne vont pas avoir des commissions d'enquête et toute une série de choses? C'est un peu la même chose pour les néoconservateurs américains qui sont derrière ça, qui se disent il faut peut-être faire évoluer les choses le plus vite possible avant que Trump arrive au pouvoir, s'il est élu, ce qu'on n'est pas sûr. Donc c'est lié à quelques individus, donc c'est quasiment impossible à prévoir, mais c'est cette espèce de fuite en avant de quelques personnes qui peut apporter l'étincelle qui emmènerait plus loin. Pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet. Je ne sais pas si j'ai raison. Alors déjà, je dirais que c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, les drones, ils vont taper les pièces d'artillerie sur l'arrière. C'est déjà une réalité quotidienne. La question, elle n'est pas tant de... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une nouvelle arme ne remplace pas une autre. Elle la complète. C'est-à-dire, en général, c'est qu'une accumulation. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est de savoir comment on protège les pièces d'artillerie contre les drones. Mais les drones ne remplaceront pas l'artillerie. Voilà. Donc oui, il y a des pertes. On est dans une guerre qui est avant tout industrielle, c'est-à-dire quel camp va réussir à combler le mieux ses pertes. Aujourd'hui, la Russie fait très mal avec ses drones aussi, elle les produit à très grande échelle également. Donc il y a une sorte d'équilibre qui s'établit sur l'emploi des drones. L'emploi des drones, on est au début, mais en même temps, depuis le début de la guerre, on voit quand même une certaine stabilisation. C'est-à-dire que là, au niveau des doctrines, depuis quelques mois, je vois quand même qu'il y a une sorte de maturité qui est apparue, dans le sens où je vois des grandes familles, vous avez les drones vraiment qui sont utilisés pour la surveillance, qui reste le rôle principal. Vous avez les drones, les munitions rôdeuses et les drones suicides, qui font très mal et qui engendrent une proportion toujours plus grande de pertes de matériel des deux côtés. Après, vous avez les drones largueurs qui sont un peu de largueur de charge, qui sont un peu plus, on va dire, anecdotiques et qui ont été beaucoup utilisés au début, un peu moins maintenant, parce que ça oblige à une grande stabilisation. Donc, ils sont surtout utilisés pour détruire les véhicules qui ont été abandonnés, en lâchant des grenades dans les trappes. Après, vous avez les drones navals, qui est une vraie nouveauté. Donc, il faut apprendre à se protéger. Et puis, il y a les drones terrestres, mais qui ont du mal à prendre de l'ampleur, parce que le drone terrestre, forcément, sa capacité, il n'est pas dans un milieu fluide. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'évoluer. Monter un trottoir, ça peut être compliqué. Faire la différence entre des hautes herbes ou des fils barbelés, c'est pas forcément. Savoir si c'est une flaque d'eau de 2 cm ou un trou d'eau, il ne fait pas forcément la différence, l'opérateur, c'est difficile à voir. Donc les drones terrestres, ça commence vraiment pour le déminage, oui ça se voit parce que ça permet d'envoyer des véhicules déminés.
En combat urbain, en fait, c'est limité en combat urbain parce qu'il y a la perte de liaison de radio, parce que forcément, avec les immeubles, ça vous coupe la liaison radio, donc ça, c'est compliqué, donc il faut des relais, enfin, ça complique tout de suite les choses. Donc, les drones terrestres, ils ne sont pas encore matures, mais les drones aériens, sur l'usage des drones aériens, on arrive vraiment à une certaine maturité aussi sur l'emploi qui arrive à se recouper. Alors, il y a des trucs un peu exotiques qui sont faits, on met une mitrailleuse sur un drone, mais bon, le drone, il est assez gros. Je ne crois pas à ce genre de choses sur le long terme. En vrai, la vraie problématique aujourd'hui, c'est comment on lutte contre ces drones. Donc, les moyens de lutte, ils existent, avec la guerre électronique et le brouillage qui font tomber énormément de drones, mais malgré tout, vous n'avez pas des brouilleurs partout, donc il y a des drones qui finissent par passer. Puis la guerre électronique, c'est un espace de guerre en lui-même, c'est-à-dire j'échappe à cette fréquence, j'en utilise une autre, et puis il y a tout un tas de tactiques à utiliser. Donc, en fait, c'est une guerre en soi. Donc, en gros, les drones ne vont pas déclasser l'artillerie ou les chars. Simplement, il va juste falloir apprendre à vivre avec, ou à combattre avec. Avec et contre. C'est-à-dire, c'est là, on trouve des tactiques. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut admettre, c'est que dans un conflit de haute intensité, vous ne pouvez pas empêcher le fait que vous aurez énormément de pertes. Et ça, il faut l'accepter. Pertes humaines et matérielles. Ce qui n'est pas le signe d'un échec. Et ce qui n'est pas forcément le signe d'un échec, c'est qu'un conflit de haute intensité, ça engendre énormément de pertes. Sauf si vous avez un différentiel de puissance qui est monstrueux. Mais sinon, vous allez encaisser énormément de pertes. Et ça, le problème, c'est que ça, c'est pas inscrit. C'est-à-dire que personne n'est prêt à perdre 200 chars. Bon, si la France perd 200 chars, on est mal, parce qu'on n'en a que 200. Mais voilà, il faut accepter que pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes étaient encore plus monstrueuses. Donc on n'est pas sur des niveaux, finalement on est sur des niveaux de perte qui restent entre guillemets raisonnables au niveau matériel, enfin de ce qu'on en sait, mais on n'est pas du tout au niveau de perte de la Seconde Guerre mondiale, parce que malgré tout on a des équipements qui sont plus complexes, plus difficiles à produire et qu'on ne peut pas produire dans les mêmes quantités. Donc il y a tout un raisonnement de jusqu'à quel niveau la qualité prime sur la technicité prime sur la quantité, etc. Donc il y a tout un tas de... C'est des curseurs à trouver le bon équilibre, et en fait celui qui va gagner, c'est celui qui va trouver le bon équilibre. Mais voilà, aujourd'hui, les drones, tout le monde les subit des deux côtés. Et résultat, vous avez une attrition de l'artillerie russe, c'est vrai, mais vous avez une attrition de l'artillerie ukrainienne en retour à peu près équivalente. Et donc, c'est une guerre industrielle qui se joue à l'arrière. Alors pour la première question, je dirais les deux, c'est-à-dire que dans les 61 milliards, il y a une partie qui sert en fait à recompléter les stocks américains de ce qu'ils envoient à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, ils vident leurs stocks et dans les 61 milliards, ça leur permet de recommander derrière. Donc en fait, il y a un peu les deux. Donc il y a une part de matériel qui déstocke en fait plutôt ancien et qui vont refinancer derrière sur des armes plus modernes. Donc ça c'est... Donc c'est pas 61 milliards d'armes nouvelles, non. À peu près la moitié. Non, puis dans les 161 milliards, il y a une partie c'est des pièces détachées, il y a une partie c'est la formation, il y a une partie c'est des armes, il y a beaucoup de munitions. Je crois que c'est à peine 20% d'armes nouvelles. Voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est pas... voilà, c'est l'opinion. Ouais, une fois qu'on répartit tout, bon, c'est pas si énorme, enfin si c'est énorme quand même, mais bon, il y a un peu de tout en fait. En plus, entre le moment où on décide d'une ligne budgétaire, vous le savez comment ça se passe dans les structures étatiques qui ont défini une ligne budgétaire, entre le moment où l'argent est libéré, le moment où on passe les commandes, le moment où le matériel est produit, le moment où il achemine sur le terrain, on a un minimum 3-4 mois, ce qui explique aussi pourquoi il y a un peu de panique des ultras côté américain. Et je pense que le pays qui souffre le plus et qui s'est le plus couché sont les Allemands. On se plaint, nous, en France, où effectivement c'est une catastrophe, mais on voit très bien sur l'opération de Nord Stream que le BND a véhiculé tous les racontards de la CIA qui ont essayé de monter un contre-feu après le sabotage du pipeline, dont aujourd'hui tout laisse penser que finalement, dès le début, Seymour Hersh, dans ses articles, avait raison. Il y a eu quelques révélations qui sont sorties depuis, où effectivement une opération comme ça ne peut pas être montée par un yacht avec quelques
forces spéciales ukrainiennes qui de toute façon n'a pas de côte sur la mer Baltique. Donc là, on est vraiment sur... c'est l'éteignoir sur l'Europe. Hein. Mais je pense que les deux objectifs américains, c'était un, d'affaiblir la Russie, et deux, de resserrer l'OTAN et d'affaiblir les Européens. Autant ils ont raté le premier objectif, puisque la Russie a montré sa capacité de résilience et de réaction, autant l'Europe s'est littéralement couchée. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les pays, dès qu'ils commencent à lancer une intoxication, en disant il y a une menace russe, on voit le discours sortir un jour en Allemagne, le lendemain en Norvège, le troisième jour au Danemark, le quatrième jour en Italie, et à chaque fois qu'ils lancent une nouvelle opération d'information, c'est ça, sans négocier. Mais nous sommes inexistants. Moi, ce que je trouve le plus grave, c'est qu'il y a une otanisation des esprits dans tous les pays de l'Alliance qui s'est installée, en tout cas dans certaines élites, et dans lequel on ne peut plus remettre ce paradigme en cause. On doit être otanien. Et regardez la commission sur les ingérences étrangères qui a eu lieu au Sénat il y a quelque temps, dans lequel, avec quelques autres, nous avons été épinglés. Il y a eu un débat au début entre eux. Ils considèrent qu'être américain ou défendre des positions américaines, ce n'est pas faire preuve d'ingérence étrangère, puisque c'est nous. Donc au sens propre, on est, je veux dire, si on se rappelle l'Empire romain, on est des Gallo-américains aujourd'hui. Donc à partir du moment où la logique américaine, c'est la nôtre. Donc ils réfutent même cette notion d'ingérence américaine ou d'influence américaine dans le principe. Donc l'influence étrangère, elle ne peut être qu'extérieure au monde occidentalo-otanien. Et donc, bien sûr, pour eux, c'est un scandale de dire que quand on a travaillé à l'Aspen Institute ou dans un autre centre américain, on est des véhicules de la pensée américaine parce qu'elle est tellement intégrée chez nous qu'on considère que... Et bien sûr, tout ce qui n'est pas russe, tout ce qui n'est pas américain est étranger. Et finalement, juste, je termine parce que je sais qu'il faut rendre la salle, le principal drame de ce conflit, pour nous, Français, je ne parle pas pour tous ceux qui souffrent sur le terrain, c'est la rupture de nos relations avec la Russie. Historiquement, géopolitiquement, c'est une erreur fondamentale, même si on n'est pas d'accord sur des tas de sujets. Mais voilà, pour nous, Français, c'est le principal. Et les contacts russes nous le disent. Qu'on soit trahi par les Anglais, qu'on soit roulé dans la farine par les Américains, même par les Allemands, c'est normal. Mais que vous, les Français, vous ayez fait ça. Et je pense que le pardon sera difficile.